Mesdames et messieurs les jurés, cher public, je suis outré par ce que la défense vous a dit. Vous l'aurez compris, l'heure est grave. Nous sommes aux portes de l'enfer. Et si par là, certains d'entre vous croient encore que je vais venir vous parler de la guerre, c'est que ceux-là n'ont pas encore compris qui était Lucifer et ce qu'il fallait faire taire. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan, Trismégiste qui berce longuement nos esprits enchantés, et le riche métal de nos volontés est tout vaporisé par ce savant chimiste, disait déjà Baudelaire. Et voyez, qui ce dernier a choisi pour l'incarner au sein même de la ville de Genève, parmi ceux qu'ils osent encore appeler notre humanité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, revenons à la raison et osons dire non à la destruction. Permettez-moi, je vous en supplie, de vous mettre en garde contre ce qui fait les attraits des êtres vils que nous devons condamner aujourd'hui. Car oui, il faudrait être atteint d'une cécité aiguë, ainsi que d'une surdité des plus graves, pour ne pas se rendre compte du charme dont le malin a usé pour vous ravir vos armes, et voir leur talent, leur beauté. Aux mots suaves qu'ils sauront vous glisser à l'oreille, dites non. Aux douces caresses qu'ils sauront prodiguer à vos cœurs, dites non. Je vous en conjure, car nous sommes aux portes de l'enfer. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas seul face à ces êtres-là. Voici pour commencer les premiers éléments dont j'espère vous vous rappellerez. Lorsque ce dernier viendra tenter encore une fois de venir brouiller vos esprits avec cette considération chimérique qu'est la vérité. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il m'a été rapporté d'un homme ayant traversé les siècles, pour enfin finir par marquer le nôtre, qu'il fut un temps, bien que très lointain, où l'avocat satisfaisait encore aux raisons de sa création. Aux côtés des êtres écrasés par notre société, l'avocat était grand. Il était le compagnon des solitudes, le défenseur des libertés, l'écrin des plaintes des damnés. Il était le symbole de ceux qui voulaient tendre à incarner la noblesse de notre humanité. Il était ce qui nous permettait de regarder les dieux avec fierté, en leur disant, avec un sourire au coin des lèvres, que oui, nous n'avons pas oublié ce pourquoi nous avons été créés. Que oui, jamais, nous ne nous laisserons gagner par la cupidité et la lâcheté. En somme, ce qui nous donnait notre épaisseur. Et regardez ce qui leur est arrivé. Du mur inébranlable qu'ils représentaient, ils sont passés à marchepied, pour cela même qu'ils étaient censés freiner. Les nobles et inestimables convictions que nous défendons, ils les ont échangées contre une maigre poignée du métal, de la discorde. Ils ne sont plus que des rats qui cherchent par quelque moyen que ce soit à éviter la souffrance contre laquelle ils étaient censés s'ériger. Ils sont devenus insignifiants. Insignifiants. Alors, Madame Ochodine, lorsque vous venez me dire qu'il n'est qu'une victime et que ses actes de langage n'auraient rien pu changer, je vous regarde en face, regardez-la en face, et demandez-lui si l'homme de Tiananmen n'a rien changé, ce jeune étudiant chinois qui a tenu tête face au monstre de métal. Demandez-lui si Nikola Tesla n'a rien changé, cet ingénieur à qui nous devons la lumière, qui vient nous éclairer ce soir, et qui a tenu tête face au lobby d'antan. Demandez-leur, demandez-lui, et vous verrez, j'en suis sûr, qu'elle ne saura même pas qui sont ces anges incarnés. Eh bien, moi, je vais vous le dire. Ils sont les avocats que tous ont failli à devenir,
Certes, ils n'ont pas pour arme la rhétorique. L'un a usé du silence et de la prestance, alors que l'autre, lui, a usé de la science. Mais la vraie question est: à quand vous userez-vous de votre éloquence pour cette même cause? Oui, je vous ai parlé de la souffrance, celle-là même que nous participons à enrober en n'osant pas l'affronter. Ou plutôt, devrais-je dire, pardonnez-moi, que Busiris a participé à engendrer, lui, cette vile sage-femme du chaos. Voilà maintenant de quoi j'aimerais vous entretenir, du chaos. Le deuxième élément que j'espère vous garderez à l'esprit lorsque viendra ce moment funeste de la dernière plaidoirie. Regardons notre histoire et dites-moi si c'est au scepticisme, au retournement de veste que défendra l'adversaire, à qui nous devons ce que l'homme et les femmes ont créé de plus beau. Les ingénieurs, pour parler encore d'autre chose, viennent-ils frapper les fondements de la chapelle Sixtine en croyant par ce biais la renforcer? Enfin, les paysans, viennent-ils jouer des allumettes au milieu de leur grange, remplie de ce foin qui nourrira leur bétail, et nous tous, de manière indirecte? Le font-ils? Eh bien, mesdames, cette beauté dont je vous parle et que vous incarnez, eh bien, messieurs, cette stabilité dont je vous parle et que vous incarnez, et toute cette nourriture que nous nécessitons tous pour exister, ne sont rien d'autre que les représentations réelles du droit dans notre société, à savoir un édifice immense que vous, que nous tous avons participé à monter. Mais sachez qu'il peut s'effondrer. Il peut s'effondrer. Pour cette raison, ce qui ne va pas droit est tordu. Alors, lorsque ce cher Bouillaguet viendra tordre les mots, dites-lui non. Car ce qu'il sème au passage, c'est cet acte de langage particulier, celui qui n'augure que mauvais présage. C'est le lierre de nos maisons. Oui, il embellit ce que nous construisons, bien sûr. Il a un certain charme, il est beau. Mais pour combien de temps? Combien de temps? À quand le moment où cette plante parasite aura eu raison de votre bâtisse? Car oui, c'est ce qu'elle est, l'origine de l'effondrement de bien des foyers. Et j'entends parler ici du lierre, et non pas de mon cher confrère. Y a-t-il plus important foyer que notre humanité? Notre humanité, si vous voulez la sauver, condamnez Busiris, condamnez le sophiste, condamnez Pyrrhon, dont on nous a parlé, car ce n'est pas eux qu'il faut écouter, mais bien autre chose. Mais bien autre chose. Ainsi, permettez-moi de m'adresser une dernière fois à ceux qui ont encore la foi. Permettez-moi de m'adresser à ceux que j'ai déjà cités, les vraies victimes de notre société, celles que le malin a choisi de damner et que la défense ce soir a décidé de souiller en venant plier devant Hector. Je pense aussi à ceux qui sont dans les limbes de la réflexion et qui ne savent pas encore vers qui se tourner. Et je pense à vous tous, ceux qui ont encore de la dignité, celle-là même que je vois resplendir dans vos yeux avisés. À cela, je dirais qu'ils n'oublient pas que le monde est né stoïque et qu'il mourra Épicure. Fluctuat nec mergitur. Il est frappé par les flots et ne sombre pas. Voilà ce que le stoïcien retiendra. Pour cette raison, ne succombez pas à leurs plaisirs poisseux. Ne succombez pas à leur cupidité de miséreux. Ne succombez pas à la lâcheté de ces guerriers. Car, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si c'est Busiris que nous jugeons ce soir, c'est vous tous, vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs, ainsi que vos enfants, que jugera l'histoire. Choisirez-vous la raison
ou la destruction? Écouterez-vous Pyrrhon venir vous brouiller l'esprit? Ou alors tendrez-vous l'oreille à cette douce litanie qu'est l'harmonie? Elle m'a parlé du cheval de Troie. Eh bien, je vous le rends. Je n'en veux pas. Et je le laisserai être consumé par notre soleil. Apollon, le maître de l'harmonie. Et je vous en conjure, refermez cette porte des enfers qu'eux ont ouvert. Je vous remercie. Je vous prie avant toute chose d'excuser ma tenue. Il semblerait que la collerette n'ait pas supporté l'éclat des précédents plaideurs. Elle ne tienne plus en place. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, Monsieur le Procureur. Avant toute chose, il est de mon devoir, Monsieur le Procureur, de vous féliciter pour votre plaidoirie. Et Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, de vous remercier de l'attention, à cette heure si tardive, qui m'est accordée. Il me semble d'autant plus à propos de vous remercier que si l'on en croit la plaidoirie de Monsieur le Procureur, la simple contradiction peut mener au bagne. Et qu'après tout, je ne suis que le contradicteur de vos propos, Monsieur le Procureur. J'apprécie donc qu'on me laisse parler avant de me bâillonner. En intentant un procès pour haute trahison à mon client, Bousiris, l'un de nos confrères, vous nous faites comprendre que vous préférez les juristes derrière les barreaux qu'à la barre. Imaginez donc la difficulté de la tâche qui m'est confiée. Mon devoir moral me pousse à vous prouver que vous avez tort, tandis que mon amour de la liberté me pousse à me taire. Vous avez tenté de nous démontrer, du moins je crois, que l'accusé avait fait preuve de malice, qu'il avait utilisé le droit à ses fins, et qu'en tant que tel, tout avocat faisait de même. À la fin de votre réquisitoire, hormis un jugement historique dont nous laisserons l'histoire décider, vous demandez, il me semble, son enfermement. Vous le menacez alors que c'est un prince de Troie qui l'a forcé à modifier son raisonnement. Il s'agit là d'une ruse bien maligne. Même les Grecs n'oseraient jamais pareille infamie. Vous n'avez toutefois pas insisté sur la candeur absolue de mon client et l'instrument qu'il s'est trouvé être. Bousiris est apparu à la demande des autorités, dont vous dépendez. Il fut présenté comme neutre, comme un témoin impartial, et surtout comme un expert du droit des gens. Vous attaquez là un honnête homme qui, pressé par un prince, propose une interprétation alternative à sa consultation, juste pour éviter la prison. Juriste, il a présenté 2 opinions déductibles des circonstances. En d'autres termes, il a rempli son devoir de juriste. Et vous souhaitez le punir pour cela? C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis, devant un panel de juristes, à quelques exceptions près, un accusé juriste, qui n'est pas ici présent, un accusateur juriste et un défenseur juriste. Vous dressez le droit contre le droit. Vous semblez concevoir le droit comme un outil objectif, dont on ne peut tirer qu'une seule vérité, la vérité. Vous condamnez le pluralisme des interprétations juridiques, et oublier la moralité du droit. 2 idées qui sous-tendent le raisonnement de mon client. Ma tâche est de démontrer que vous avez tort. Pour cela, je vous démontrerai d'abord que le droit n'est pas univoque et qu'il doit soutenir une moralité. Premièrement, parlons du processus juridique. Comment le juge, comment vous, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, arrivez-vous à une décision? Eh bien, ce n'est pas si simple. En vous basant sur les faits à votre disposition, vous cherchez à savoir si les conditions légales, exprimées par des mots, sont remplies pour que la loi déploie sa conséquence. Mais la loi, par nature, est générale et abstraite. Elle ne règle pas toutes les situations de manière mécanique. Il faut donc apprécier les termes juridiques, utilisés par le législateur à travers l'interprétation. Vous devrez éviter le piège des mots polysémiques. Les jumelles sont interdites. Interdit-on la paire de jeunes filles ou la paire de lunettes? Vous devrez aussi préciser les expressions trop vagues. Il est interdit de tuer sans raison valable. A-t-on le droit de tuer l'homme adultère? A-t-on le droit de tuer son ennemi en guerre? A-t-on le droit de tuer en légitime défense? A-t-on le droit d'enfermer son contradicteur rationnel?
Vous êtes là face à la problématique de la volonté du législateur. Qu'a voulu ce mystérieux personnage, figure quasi divine aux yeux du juriste, qu'il vous incombe de faire parler? Malheureusement, une fois la loi clarifiée, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il vous faudra comprendre ce qu'il s'est passé, voir ce que les faits vous disent. Oui, monsieur le procureur, laissez-moi le dire, avant de me mettre au banc de la société juridique. Vous devrez interpréter les faits pour comprendre si le cas d'espèce contient, au sens de mon exemple précédent, une raison valable. L'imaginaire meurtrier a-t-il tué pour protéger sa vie ou par pure vilainie? Les faits sont à votre disposition et ils attendent votre jugement. Non, monsieur le procureur, le droit n'est pas une science empirique. Vous et moi interprétons la loi et les faits très différemment. Quelle meilleure preuve que le procès auquel nous prenons part actuellement? Vous avez tenté de nous faire croire que le processus juridique était automatique, mathématique. Mais plaider l'automatisme, c'est plaider l'inutilité de ce jury. Et je doute que monsieur le procureur ose désavouer cet honorable cours. Vous l'aurez donc compris, pour que la loi déploie sa conséquence, il faut que le juriste l'interprète selon les faits à sa disposition. L'interprétation est un phénomène éminemment humain et sujet à variation. Comment donc punir Bousiris quand celui-ci propose une consultation puis une interprétation en prenant en compte des circonstances différentes? Comme la présence de la nymphe protectrice à l'avant des trirèmes grecs, qui rend la position des navires inoffensive et leur visite soudainement féconde. Vous avez sûrement lu le dossier, vous savez de quoi je parle. Ou la position du drapeau et son contexte, qui ne déclare plus à lui seul une guerre annihilatrice, mais se mue en salut respectueux. Cette variété doit être à tout prix conservée. La flexibilité du droit, son pluralisme, permet aux juristes d'effectuer des choix. Quelle interprétation favoriser? Pour effectuer ce choix, et c'est là mon deuxième point, le juriste doit prendre en compte la finalité, le but du droit. Les plus grandes écoles du pays, dont certains membres du jury font partie, enseignent que le droit est le gardien de la paix sociale. Courageusement et en protégeant des intérêts objectifs consacrés par la loi, le droit se fait garant de cette paix nationale et internationale. Il défait ses détracteurs en dernier rempart de l'humanité contre une anarchie incontrôlée. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles absurdes, valides par leur seule existence, et vouées à n'être comprises que par ses praticiens. Le droit est un bouclier, un instrument, légué aux juristes par les politiciens, afin que les premiers soient les gardiens des valeurs consacrées par les codes. Dès lors, quand un juriste propose des interprétations, il ressort du devoir moral qui nous incombe à tous, de nous demander quelle est l'interprétation qui sauvegarde le mieux ce but salvateur. Mais revenons un instant à l'homme qui nous occupe et à sa situation. Bousiris a proposé une consultation et une interprétation. La première valide une guerre qu'il admet lui-même qu'elle sera meurtrière et potentiellement destructrice pour notre civilisation, comme ce fut le cas dans de nombreuses situations, notamment à Ophir ou à Magnésie. La deuxième permet la paix, la vie, l'harmonie. Comment condamner l'harmonie, la vie, la paix, et le faire en clamant que c'est là le juste, que c'est ce que la justice réclame? Monsieur le procureur glorifiera les mérites d'un honneur troyen légendaire et impersonnel, qu'il faudrait salir sous aucun prétexte, fondant la trahison de mon client. Je vous demande pour ma part, humblement, d'apprécier les conséquences humaines de son interprétation. Refuser de condamner le juriste, c'est accepter que le droit ne s'applique pas machinalement, sans égard à son résultat. Refuser de condamner le juriste, c'est faire triompher la pluralité et l'humanité. Mais concluons. Bousiris a été déloyal. Vous l'accusez donc de haute trahison pour qu'un tel comportement ne se reproduise plus. Paradoxalement, je suis la preuve vivante et parlante, encore pour quelques instants, que vous avez soit tort, soit que ce n'est pas votre dernier acte d'accusation. Bousiris fait défaut à votre loyauté sous l'impulsion d'Hector, qui l'a encouragé à trouver des arguments qui sauvegardent la paix et des vies d'hommes, de femmes, d'enfants, au lieu de sauvegarder un honneur institutionnel. Vous l'avez compris, ce procès est un procès qui dépasse largement des considérations purement individuelles. C'est le procès d'un système, d'un idéal. Bousiris n'est qu'un symbole de la destruction systématique du droit que certaines sphères politiques veulent imposer. Bousiris, ici, est l'outil du Sénat
comme le droit devrait être l'outil de la moralité. Il semblerait que certains, proches du pouvoir, aient oublié ces considérations existentielles, en faisant taire un honnête juriste, qu'ils aient oublié que le droit sert une moralité générale, publique, et pas leurs intérêts propres, qu'ils cherchent par conséquent à forger dans le droit la légitimité de la mort par le glaive grec. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, je vous demande donc de déclarer Bousiris innocent, de l'acquitter de toute peine, au motif qu'il n'y a pas lieu d'intenter un procès au système qui nous garde de la barbarie. Nous ne sommes pas grecs après tout. Sauvegardons notre civilisation, conservons la vraie et polysémique nature du droit, que ce pauvre homme n'a fait qu'appliquer rigoureusement, comme j'ai tenté de le faire. Dans le cas inverse, j'attends à mon tour les faire. Merci. Chers confrères, si j'ose encore vous appeler ainsi, ne m'avez-vous pas entendu parler? Ne m'avez-vous pas entendu tenter de vous sauver? Vous fuyez en toute félicité encore une fois. Pourquoi dis-je cela? Bien, regardez tout d'abord. Même sa collerette l'a abandonné, à croire que l'avocature ne veut plus de lui. Enfin, je suis navré, mais vous n'avez pas compris, du moins mon propos. Ce de quoi j'accuse Busiris, c'est de croire que sa vie vaut plus que celle de toute notre humanité. Pour cette raison, je vais venir vous parler de guerre. Je voulais l'éviter, mais il va le falloir. Puis je vous parlerai d'harmonie. Et enfin, je viendrai revendiquer une dernière fois ce pourquoi nous sommes là. Voyez, ceci est mon arme, et par elle, je construis le monde. Et vous, ne voyez-vous pas que les ruines troyennes ne sont rien d'autre que le prélude de toute cette haine qui découle du brouillage d'esprit auquel vous vous adonnez constamment? Lorsque je vous parle d'harmonie, permettez-moi de parler un minimum de biologie. Voyez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que votre corps est habité par 30 000 milliards de cellules et que chacune communique merveilleusement bien l'une avec l'autre pour faire tenir cet amas de matière que vous voyez devant vous. Il suffirait d'une seconde, d'un millième de seconde, de brouillage, celui-là même auquel il joue, pour que je disparaisse. Parlons de notre planète. Il suffirait d'un seul degré, un seul, ou deux, allons, soyons gentils, pour nous voir tous disparaître. Enfin, regardez la cosmologie. Il suffirait d'une météorite, une seule, pour nous voir à nouveau tous disparaître. Mais cela ne se passe pas, car la nature a choisi le côté de l'harmonie. Cette arme, je dois l'user dans ce sens. Je dois tenter de construire un monde qui tienne debout, et non pas constamment venir en détruire ses fondements par des questions inutiles. Ils vous diront qu'elles le sont pour ses propres raisons. Je terminerai en vous rappelant pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici pour que le monde éradique tout simplement cette philosophie que Busiris soutient. Et je pensais vous renvoyer votre cheval de Troie, car à voir à quel point il aime les Grecs, je pensais lui faire un cadeau sans aucune mesure en l'invitant gentiment à retourner vers leur côte. Mais voyez, à nouveau il change d'avis et il veut rester. Il faut savoir sur quel pied vous voulez danser. Merci. À en croire vos arguments, vous avez une conception du droit aussi antique que les faits dont nous discutons. Vous nous dites que vous pensez que Bousiris valorise sa vie plus que notre humanité.
Puis vous avez parlé de cellules, de communication. On a tenté de comprendre. Vous avez aussi parlé de construire le monde avec votre stylo. Quel ciment impénétrable. Tout cela pour nous faire comprendre que le droit doit faire respecter une forme d'harmonie. Que la communication entre toutes les strates de notre société, entre toutes les individualités que nous sommes, est essentielle. Vous avez mis au centre de votre réplique, monsieur le procureur, ce terme, la communication et l'harmonie. Quelle chance. C'est également les termes que j'ai utilisés. Vous avez donc valorisé, en parlant de vos cellules, le pluralisme des avis, le pluralisme des opinions. Comment donc osez-vous condamner une philosophie en entier? Comment donc osez-vous condamner la philosophie qui veut que l'on puisse interpréter les faits dans un sens comme dans l'autre? Que l'on puisse, en réalité, être soi-même le récipient de deux opinions. Et vous avez terminé en utilisant un terme radical, en disant que vous désiriez éradiquer la philosophie des sophistes. Quelle intolérance, quel totalitarisme intellectuel. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les jurés, ne vous laissez pas flouter par un discours hasardeux. Comprenez l'enjeu réel de ce procès et comprenez aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de condamner un homme, mais qu'il s'agit de condamner une forme de société, une société juste, une société qui désire séparer le politique du judiciaire et qui désire que chacun d'entre nous puisse faire valoir son opinion, aussi absurde qu'elle soit. Merci. Yeah.